Toujours pareil, pharmacodynamie des antiarythmiques, bien mémoriser les indications thérapeutiques. Vous verrez que c'est vraiment du domaine de la spécialité. Raisonner sur les mécanismes d'action pour mémoriser les effets indésirables, et ça n'est jamais aussi vrai qu'ici, leurs contre-indications, leurs interactions médicamenteuses. Donc les antiarythmiques, ce sont des médicaments de spécialistes, ce sont des médicaments de cardiologues, ce sont les cardiologues qui les prescrivent, pas les médecins généralistes. Et vous savez qu'ici, on se place toujours dans l'option que vous êtes médecin généraliste fraîchement installé après votre thèse. Donc, quel est l'objectif de ces médicaments? Diminuer morbidité, mortalité. C'est-à-dire diminuer les complications, qu'elles soient mortelles, mortalité, ou non mortelles, morbidité, qui sont liées aux troubles du rythme cardiaque, ventriculaire et supraventriculaire. Je vous dirai de quoi il s'agit, mais comme nous sommes en parallèle avec vos cours de cardio, je pense qu'on vous en a déjà parlé. C'est une utilisation de spécialistes. Simplement, tous les médecins doivent être capables de le surveiller. Et en particulier, tous les médecins doivent être capables de détecter les complications et en connaissant les interactions médicamenteuses, d'être capable de prévenir les complications. Le médecin généraliste aide le cardiologue, parce que le médecin généraliste voit son patient plus souvent que le cardiologue. Alors, 3 caractéristiques majeures. 1, c'est ce qu'on appelle plus que jamais l'index thérapeutique étroit, et ça je vous en avais parlé jusqu'à présent seulement avec un médicament cardio qui est la digoxine. Digoxine avec index thérapeutique étroit, c'est-à-dire faire attention à ne pas sous-doser, vous êtes inefficace, attention à ne pas surdoser, vous êtes dangereux. Index thérapeutique étroit de la majorité des produits existants, vous verrez que ça va varier en fonction des classes, avec des effets indésirables potentiellement graves et pour certains mortels. Hétérogénéité des produits et des effets cellulaires et cliniques, et là on va voir à nouveau, grande variabilité des effets thérapeutiques et toxiques, selon la nature de l'arythmie, selon les pathologies. Et je peux vous assurer que la rythmologie, c'est vraiment un domaine compliqué, où les patients, en particulier ceux qui font des complications ou une symptomatologie importante, de type syncope, de type perte de connaissance, lipothymie, etc., sont amenés à revenir, à être hospitalisés souvent, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule. Donc, vous voyez, index thérapeutique étroit, hétérogénéité, grande variabilité, globalement des produits difficiles à manier. Pas fréquemment prescrits, fort heureusement, puisqu'il n'y a pas trop souvent de troubles du rythme. Alors, de quoi parle-t-on? Ça, c'est ce qu'on vous a raconté en cardio. Vous avez déjà eu le cours? Non? Si. Bon, donc, vous reconnaissez ça. Hein? Ce sont des médicaments qui vont être indiqués dans tout ce qui est troubles du rythme supraventriculaire et troubles du rythme ventriculaire. Supraventriculaire, ben, vous connaissez la liste, on appelle ça des extrasystoles auriculaires, ou une tachycardie sinusale, ou un flotteur, ou une fibrillation. Et puis les anciennes tachysystoliques, on appelle maintenant les tachycardies atriales ectopiques. Donc ça, c'est tout ce qui est auriculaire. À l'étage au-dessous, et en particulier quand il existe souvent un bloc, mais parfois sans bloc, des tachycardies jonctionnelles. Tachycardie jonctionnelle ou maladie de Bouvray, tachycardie jonctionnelle ischienne. Et vous allez voir, on va parler des mécanismes des arythmies. Typiquement, les arythmies jonctionnelles, ce sont des mécanismes de réentrée. Et puis, les troubles du rythme ventriculaire, encore plus graves, extrasystole ventriculaire, torsade de pointe, je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais on a déjà dû vous montrer un ECG, tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire. Donc TVFV égale très très haut risque de morbidité et mortalité. Donc voilà les troubles du rythme qui sont les indications de ces médicaments et la manière dont je vais vous enseigner les antiarythmiques, vous allez voir, est en fait très nosologique, c'est-à-dire par classe, par sous-classe. On va très peu rentrer dans les mécanismes parce que sinon ça devient de la subtilité et ce n'est pas du niveau d'une deuxième année de médecine
Et c'est vraiment du niveau d'un DES de cardio. En revanche, il faut absolument que vous ayez entendu parler de ces médicaments et que vous ayez réussi à les classer. Alors, pour arriver à comprendre à peu près comment ces médicaments marchent, ce n'est pas très compliqué, mais pourquoi on les donne, c'est un petit peu plus compliqué et ce n'est pas si simple que ça. Deux mécanismes majeurs pour les troubles du rythme. Premier mécanisme, le plus fréquent, ce qu'on appelle les réentrées. Les réentrées, donc je vous ai mis une petite explication sur la droite, hein, ça c'est mon référentiel. Les réentrées, c'est un phénomène qui se développe autour d'un tissu lésé, pathologique, ischémique, aussi bien dans l'oreillette que dans le ventricule. Prenons par exemple un ventricule avec, ou même un nœud dans une zone nodale, une ischémie, et vous voyez que vous avez l'influx qui arrive, et puis une zone lésée ici. Alors, que va faire l'influx? Il va contourner la zone, et puis il va faire le tour. Et puis, imaginez qu'il y ait autour de cette zone-là une région qui soit un peu plus franchissable, si vous voulez, qui représente un moindre obstacle au passage, et on va appeler ça une zone de bloc. C'est-à-dire que le courant aurait dû contourner la zone ischémique des deux côtés. Elle ne peut le faire que d'un côté parce que ici, il existe ce qu'on appelle un bloc et on l'appelle unidirectionnel pour un certain nombre de raisons, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Alors en fait, le courant passe là et puis le courant repart vers une autre partie du tissu cardiaque. Simplement, il a tendance à tourner. Et puis vous le voyez ici, c'est ce petit festonné comme ça. Il arrive ici, il est bloqué par cette région qui ne transmet pas l'influx. Simplement, cette région-là, elle ne transmet pas l'influx de manière transitoire. Ou si vous voulez, elle la transmet de manière transitoire. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va sortir de son bloc. Et là, l'influx va le parcourir. Et on appelle ça bloc unidirectionnel parce qu'en fait, il permet à l'influx de le parcourir de manière réverse et non pas de manière incidente. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'influx va se mettre à tourner, se joindre aux influx qui arrivent et entretenir une forme de pacemaker, si vous voulez, qui va entretenir l'influx électrique. Et on va se retrouver, par exemple, avec des tachycardies ventriculaires, si c'est au niveau d'un myocyte, une zone de myocyte ventriculaire, et le phénomène de réentrée est là très important. Ça se voit aussi dans des tachycardies jonctionnelles. La maladie de Bouvray, par exemple, c'est tout à fait ce genre de système-là. Donc, premier mécanisme, réentrée. Pour une réentrée, il faut trois conditions. 1, une zone lésée. 2, une zone de bloc unidirectionnel. Et puis 3, que ce bloc soit transitoire, c'est-à-dire qu'il se lève ou bien qu'il puisse être parcouru simplement dans le sens inverse. Alors ça, c'est le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'automatisme anormal. Et on vous a parlé en électrophysiologie des pentes de dépolarisation diastolique lente, des phénomènes de dépolarisation, de post-dépolarisation. Donc, voilà un potentiel qui aurait dû avoir cette forme-là. Et puis, ce potentiel d'action, il est un petit peu modifié puisque vous avez une dépolarisation qui survient après la première, une post-dépolarisation, avec ici un potentiel d'action, vous voyez, qui est allongé. Celui-là, il est quasiment normal de durée, mais cette durée-là est un peu plus importante. Et puis, parfois, quand les dépolarisations, les potentiels d'action sont allongés, avec ces post-dépolarisations, on aboutit à ce qu'on appelle une réexcitation. Et donc, c'est ce qu'on appelle une activité déclenchée, et on repart pour une dépolarisation qui va entraîner à nouveau un influx électrique qui va reparcourir le tissu myocardique. Et puis, il y a une quatrième possibilité, c'est lorsque vous avez
un allongement très très important du potentiel d'action. On pourrait l'amener jusque-là, vous voyez. Et à ce moment-là, eh bien, on a un certain nombre d'activités déclenchées successives qui peuvent prendre de plus en plus d'importance. Ça peut être typiquement le démarrage d'une tachycardie ventriculaire. Et donc tous ces phénomènes-là sont ce qu'on appelle des phénomènes d'automatisme anormal. Automatisme anormal, ça veut dire qu'en fait, le potentiel de membrane atteint relativement vite des potentiels de déclenchement, ou alors il n'est même pas revenu à la repolarisation, il se dépolarise alors qu'il n'est pas encore repolarisé. Donc souvenez-vous de deux systèmes, le système de réentrée et le système d'automatisme anormal. Une notion très importante à connaître ici, c'est que les mécanismes qui vont faire les arythmies sont aussi les mécanismes qui vont expliquer le potentiel arythmogène des antiarythmiques. Ben, vous voyez, ce n'est pas simple. On donne des antiarythmiques pour bloquer le potentiel arythmogène du tissu myocardique, mais ces propres antiarythmiques ont eux-mêmes un potentiel arythmogène. Voilà la difficulté. Alors pas tous, bien entendu, et c'est pour ça qu'on vous les explique classe par classe pour que vous arriviez à bien définir ceux qui sont dangereux et ceux qui ne le sont pas.